Salut à tous, je vous retrouve une fois de plus dans cette vidéo technique pratique un petit peu. Je vous partage aujourd'hui qu'est-ce que je fais moi là en ce moment sur mon terrain, dans mon jardin. À savoir que là donc on est dans l'hiver, donc en gros on va voir un peu comment laisser tout propre derrière nous, comment bien finir la saison et surtout comment se remettre un peu en question pour bien réattaquer la saison suivante. Je vous fais un petit peu un résumé vite fait de ce qu'on va voir dans la vidéo et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer tout d'abord par voir au niveau des cultures en place, comment bien les gérer et comment faire en sorte de rien perdre pendant l'hiver par rapport à tout ce qui serait fragile, comment bien les protéger. On va ensuite voir au niveau matériel, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faudrait risquer de ne pas perdre pendant l'hiver, comment bien entretenir nos outils, notre matériel. Alors ensuite je vais vous parler un petit peu d'un principe de permaculture, voir comment on va le détailler et voir comment on peut s'en servir pour faire évoluer nos systèmes. Et je me permets quand même juste de préciser une petite chose là maintenant par rapport à ça. Je parle moi souvent de permaculture parce que c'est une philosophie qui me plaît et que j'aime essayer d'appliquer le plus possible, mais sachez que tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo et en plus le principe de permaculture, on n'est pas obligé de faire de la permaculture ni même d'aimer ça pour pouvoir le remettre en question. Vous verrez souvent que dans ce qu'on fait nous en permaculture, c'est souvent des choses qui coulent du bon sens, que les anciens faisaient déjà beaucoup sans même appeler ça permaculture. Donc voilà, si le mot vous dérange, vous pouvez passer à côté, mais dans les choses qu'on va pratiquer quand même, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Voilà, je passe là-dessus et ensuite on verra donc comment on peut organiser le jardin l'année prochaine, comment là on peut profiter un peu de la saison hivernale au chaud à la maison pour préparer la prochaine saison. Alors c'est parti, au niveau des choses à faire au jardin là en ce moment, alors pour certains on est peut-être déjà bien rentré dans l'hiver selon la région dans laquelle vous vous situez. Là ici on a commencé à avoir les premières gelées, c'est pas encore les gelées les plus méchantes, là on a dû avoir des -2, -3. Certaines plantes fragiles, ça les a calmées, là tout ce qui est les courges, les tomates, il n'y a plus rien. Et là maintenant on va voir quelles sont les plantes dont il faudra prendre soin un petit peu pendant l'hiver pour pas les perdre, hein. On aimerait bien que ça continue à pousser au printemps. Donc dans ces plantes là qu'il va falloir surveiller, il y a plusieurs types. Il va y avoir par exemple tout d'abord les plantes un peu, alors pas tropicales, équatoriales, voilà, moi tout ce que j'ai autour de moi ici c'est dans une serre qui est dans une autre serre et qui normalement ici ça devrait pas geler. Si ça gèle ici, là je perds tout. Mais dans les plantes que vous auriez à l'extérieur, des plantes qui seraient un peu fragiles, par exemple un arbre qui est censé résister une fois adulte à des gelées de -20, -25, ça peut arriver que quand il est jeune, si on l'a planté là cet automne, ça peut arriver que le premier hiver il soit encore un peu fragile et que -10, -15 ça le calme déjà. Donc voilà, il va falloir un peu faire le tour de vos plantes et vous dire lesquelles pourraient être plus fragiles que d'autres. Si vous êtes dans une région où on peut avoir des gelées qui vont jusqu'à -15 et que vous avez mis en place dans votre jardin, je sais pas moi, un agrume qui est donné résistant jusqu'à juste limite -15 ou un peu moins jusqu'à -10, vous savez que vous êtes un peu dans la limite et ces plantes là c'est celles dont il faudra prendre soin. Les arbres jeunes on les protège au début, normalement au bout de 2-3 ans il n'y a plus besoin de les protéger. Donc voilà, il va falloir faire un petit topo de toutes ces plantes qu'il faudra protéger et mettre en place des protections. Alors je vous explique moi comment je mets en place les protections. Tout d'abord, moi je mets un tuteur, un bambou, une branche, n'importe quoi, soit droit au-dessus de la plante, soit en biais pour pas planter dans les racines de la plante, qui aille quand même bien au-dessus de la plante à protéger. Alors si c'est un arbre qui est un petit peu grand, il va falloir un grand bâton. Et ensuite j'utilise des voiles d'hivernage, on appelle ça P17 en agriculture. Allez voir dans les jardineries ou même mieux, hein, si vous avez un voisin agriculteur, allez prendre un petit morceau donc de P17 ou je sais plus, il y a un autre nom pour quelque chose de plus épais. 17 en fait je crois que c'est l'épaisseur du matériau. Mais bref voilà, quel que soit le voile, donc vous plantez votre tuteur en biais ou droit qui aille bien au-dessus de la plante. Vous faites en sorte de pouvoir faire un tipi en fait autour de la plante avec donc le haut de votre voile qui soit bien accroché en haut. Et donc il va falloir pouvoir faire un tipi autour de la plante comme je disais avec des petites pierres en bas pour le tenir ou du poids, n'importe quoi. Mais la chose importante à savoir c'est que l'erreur est facile à faire et moi je l'ai souvent faite, c'est on se dit ok on rentre dans l'hiver, j'installe ma protection comme il a dit l'autre, je mets les petites pierres en bas, je protège mon truc et puis j'attends le printemps pour l'enlever.
Si vous le mettez en place et que vous le laissez en place tout l'hiver, s'il y a des journées où il fait soleil un petit peu, avec la condensation, la réverbération à l'intérieur, ça va chauffer un petit peu, et votre plante elle risque soit de démarrer plus tôt au printemps parce qu'elle aurait eu un peu plus de chaleur tout au long de l'hiver, soit même de démarrer pendant l'hiver parce qu'elle pense que ça y est, c'est le printemps. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en place ces protections, faire en sorte qu'elles soient faciles à mettre autour de la plante, mais tant qu'il n'y a pas de gelée trop forte, hop, on la laisse accrocher au tuteur, au bambou à côté, on la laisse bien ouverte, voire même complètement ouverte. Moi ce que je fais des fois, c'est que je la laisse à moitié ouverte côté nord, comme ça les vents froids du nord, ça les coupe un petit peu. Mais voilà, surtout je ne ferme pas la protection. Et à partir du moment où vous aurez mis en place ces protections sur toutes vos plantes, donc l'idée c'est de ne pas en avoir trop non plus tous les hivers. Si on plante tous nos jeunes arbres un peu fragiles et qu'on en a 40 ou 50 dès le premier hiver, il va y avoir tous ces arbres à surveiller, à protéger, donc il va falloir faire attention. Donc voilà, une fois que toutes vos protections sont en place et prêtes à être fermées en cas de besoin, à partir de là, on surveille la météo. Donc là aujourd'hui, on est de plus en plus connectés, on a tous soit le smartphone, soit internet, soit on sait voir la météo régulièrement, donc là on va surveiller et voir quand la météo prévoit des gelées. C'est pas ma méthode préférée, moi je vais vous expliquer maintenant comment je le vois, et pour ceux qui savent pas, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut apprendre à lire le climat. Enfin, lire le temps en tout cas qu'il fait, et à savoir qu'il va falloir cette nuit peut-être protéger. Si vous êtes sur une période, déjà il va falloir surveiller, il va falloir savoir où est le nord et où est le sud chez vous. Ça normalement une fois qu'on l'a acquis, on le sait. Donc savoir que le nord c'est là où il fait froid. En tout cas pour ceux qui vivent en France. Pour ceux qui regardent la vidéo à La Réunion, vous peut-être qu'il faudra inverser, ou ailleurs dans le sud. Mais en tout cas, hémisphère nord, voilà, les vents froids viennent du nord. Donc quand vous êtes sur une période où le vent souffle régulièrement du nord, c'est une période où il fait plus froid en général, où c'est possible qu'il gèle. Et si c'est sur une période, donc le vent vient du nord, il fait pas très chaud, les températures tournent autour des zéros, et on a une journée où c'est grand soleil, le ciel est bien dégagé, il fait chaud, il fait beau, c'est génial. Là, on a souvent tendance à se dire, c'est bon, il fait chaud, c'est génial. Avec l'expérience, vous verrez qu'on ne se fait pas avoir longtemps avec ça, et que quand on s'est fait avoir une fois, on s'en souvient. Si en général, si le ciel est dégagé, quand il n'y a pas de nuages, les nuages en fait font un peu, je sais pas comment on peut dire ça, c'est pas effet de serre, albédo je crois ça s'appelle, c'est les rayons solaires donc chauffent la terre dégage de la chaleur, et les nuages gardent cette chaleur au niveau de la terre. Si c'est une période où le ciel est dégagé, il n'y a pas de nuages, la chaleur s'en va, et la nuit il fait très froid. Donc, je rappelle, période de vent de nord sur une période un peu froide, un ciel bien dégagé pendant la journée, il fait soleil, il fait beau, faites attention, cette nuit-là, il y a des chances qu'il gèle. Donc, là où c'est en plus risqué, c'est que si on oublie de fermer, donc il va geler la nuit, on pense à fermer, c'est génial. Par contre, si c'est une période où le ciel reste bien dégagé et qu'il fait chaud le lendemain, il va falloir absolument penser à réouvrir le lendemain. Donc on pense bien à fermer le soir, ça craint pas le gel la nuit, et on pense bien surtout le matin à réouvrir pour que quand le soleil revient, ça chauffe pas trop à l'intérieur. Sinon voilà, au niveau de l'hivernage de votre arbre ou de votre plante, ça lui fera pas du bien d'être trop enfermé. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pour ça que moi je conseille d'avoir pas trop de plantes à protéger. C'est voilà, après chacun voit midi à sa porte. Faites-y attention, et puis de toute façon, moi j'utilise aussi un peu cet effet de sélection. S'il y a des arbres qui supportent pas le froid ou d'autres plantes qui gèlent l'hiver, je me dis voilà, tous les ans je fais des tentatives, et puis celles qui tiennent pas, tiennent pas, et puis voilà, tant pis. Autre petite chose par rapport aux plantes, il y a des plantes que vous voulez garder en pot. Toutes les plantes que vous voudriez garder en pot, il y en a certaines. Qu'est-ce que je peux voir là? Il y a certaines sauges, des verveines, des stévias, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, certaines plantes comme ça qui sont pas sensibles au gelé. Il faut pas que ça gèle trop fort non plus. Mais bon voilà, on aura envie de les protéger un petit peu. Ces plantes-là, il ne faut surtout pas les rentrer au chaud. On peut les rentrer dans un endroit, les verveines par exemple, elles perdent leurs feuilles, donc elles n'ont même pas besoin d'avoir de lumière, on peut les mettre dans un garage, un atelier, mais il faut que ça gèle quand même, hein. Ces plantes là, c'est des plantes de zone quand même tempérée, pas de zone tempérée trop froide, mais quand même de zone tempérée, donc il faut quand même qu'elles prennent un peu le froid pendant l'hiver. Si elles prennent pas le froid, ça peut arriver, on garde une verveine bien au chaud à la maison, il y a de la lumière, elle garde ses feuilles, on peut récolter les feuilles de verveine, faire de la tisane tout l'hiver, c'est génial, on se dit que c'est cool, mais sauf qu'au printemps quand ça arrive, elle n'a pas eu sa période de dormance,
et elle va pas être assez reposée et elle risque de mourir au printemps. Donc voilà, il y a pas mal de plantes comme ça, je peux pas vous faire une liste, hein, mais voilà, il faut essayer de voir la logique, d'où vient la plante. Si c'est une plante qui vient de zones tempérées, elle est censée avoir un hivernage, donc il ne faut pas la mettre trop au chaud. Si c'est une plante tropicale, équatoriale, là autour de moi j'ai quoi, des citronnelles, des aloe vera, des avocats, des trucs comme ça, ça non, ça il faut les garder au chaud, hein. Voilà, je crois que pour les plantes c'est bon. On va voir maintenant par rapport à tout ce qui est matériel et outillage, comment bien protéger son matériel et pas risquer de le perdre pendant l'hiver. Premier matériel, c'est vous avez dans votre jardin peut-être mis en place des tuteurs, des structures de jardin pour tenir vos plantes annuelles, pour structurer vos tomates, pour attacher des ficelles pour y mettre des tomates. Les bambous, si c'est fait en bambou ou en bois, ça peut tenir quelques années, mais si vous leur faites passer l'hiver au sec, ça tiendra encore plus. Dans des choses où c'est encore plus visible, c'est moi j'achète souvent des ficelles de chanvre ou des ficelles en matériaux naturels qui peuvent tenir plusieurs années, mais si on leur laisse passer l'hiver à prendre le froid, l'humidité comme ça, l'année suivante déjà ça tient plus. C'est pas des grosses dépenses, mais plus on peut en économiser, plus on peut garder cet argent pour faire autre chose. Voilà, par rapport à ça, après on peut avoir, nous on a du mobilier de jardin qu'on fait en palette, tout ce qui est les chaises, les tabourets, les trucs qu'on laisse à l'extérieur. Là, vu que pendant l'hiver on y sera moins, voilà, toutes ces choses là, on les rentre au sec, pas besoin de les rentrer au chaud, mais au moins les rentrer au sec, que ce soit protégé. Voilà. Autre chose, c'est l'irrigation. Est-ce que vous avez une irrigation dans votre jardin? Comment arrive l'eau dans votre jardin? Est-ce que vous avez des tuyaux ou des robinets qui restent en eau dans votre jardin? En eau, ça veut dire donc c'est encore alimenté en eau. Donc est-ce que ça reste comme ça dans votre jardin tout l'hiver? Ça, il va falloir y faire attention. Tout ce qui est tuyaux d'arrosage que vous n'utilisez plus, on les vide, donc on les ouvre de chaque côté, puis on les laisse plus haut d'un côté que de l'autre pour que ça se vide de l'eau, puis ensuite on les enroule, on les met à l'abri. Pas besoin que ce soit au chaud non plus, hein. On les met au sec, qu'il ne pleuve pas dedans, que ça ne se remplisse pas d'eau. On les vide de leur eau pour que s'ils gèlent, il n'y a pas de souci, ça ne va pas éclater, hein. Je vous rappelle, l'eau, si elle gèle, elle augmente de volume, ça peut faire éclater. Et pareil, si vous avez en place une irrigation, alors moi j'ai des gouttes à gouttes sur certains endroits maintenant dans mon jardin. Il y a des systèmes qui sont déplaçables, ceux-là je peux les vider puis les ranger au sec comme les autres tuyaux, et il y a des systèmes que je laisse en place dans le jardin, donc ceux-là, voilà, pareil, faire attention à bien les vider. Donc si c'est sur un terrain en pente, c'est génial, c'est parfait, donc il faut juste faire attention à avoir une entrée en haut, une sortie en bas, et qu'on ouvre de chaque côté pour que ça se vide, on les purge en fait, nos systèmes. Et voilà, après, ça va pas forcément les faire éclater les tuyaux, des fois c'est juste au niveau des raccords que ça pète un petit peu. Par contre, sur certains systèmes de goutte à goutte, il suffit que le peu d'eau qui reste dans le système qui fait le goutte à goutte, et s'il reste un petit peu d'eau là-dedans, ça va faire éclater ou en tout cas abîmer un peu les systèmes, et quand vous allez remettre vos gouttes à goutte en route l'année d'après, ça va goûter un peu plus d'un côté, et puis du coup plus du tout de l'autre, et ça sera pas intéressant. Donc voilà, faites attention à bien vider tous vos systèmes, voilà, comme ça il n'y aura pas de risque d'éclatement. Et ensuite par rapport aux robinets, donc si vous avez des robinets qui restent en eau, faire attention, peut-être les emballer dans, mettre, je sais pas moi, du tissu, du carton, un vieux pull en laine qui traîne, quelque chose, voilà, pour protéger le robinet. Et l'idéal, ça serait de couper carrément à l'arrivée d'eau au compteur qui envoie l'eau dans votre jardin. Et ensuite d'ouvrir vos robinets pour enlever la pression. Si on coupe au compteur mais qu'on laisse le robinet fermé, c'est encore sous pression. Donc on ouvre le robinet pour enlever la pression. Et chose où moi je me suis aussi souvent fait avoir avec ça, c'est un truc que j'ai pas cité dans la vidéo des erreurs, donc en cherchant vous voyez que j'en trouve encore plein. On ouvre le robinet pour vider la pression. Et ensuite on ferme le robinet, puis on laisse passer comme ça l'hiver, et on arrive au printemps, quand on veut remettre en route, le robinet il est éclaté, il fuit de partout. Pourquoi? C'est parce que, alors là je vous parle pas du robinet à molette qui tourne dessus comme ça, c'est juste le robinet avec la vanne. À savoir que la vanne à l'intérieur c'est une espèce de bille qui donc quand c'est ouvert, donc la bille elle est percée dans un sens, donc ça sort et donc l'eau passe, et quand on ferme donc le tube l'ouverture dans la bille plus se met perpendiculaire, ça passe plus. Par contre il reste un peu d'eau dans ce tube là, et ce peu d'eau qui reste là-dedans, même si c'est plus alimenté en eau, lui il reste coincé là-dedans, et quand ça gèle, le peu de dilatation qu'il y a, ça casse les joints du robinet, voire ça éclate le robinet. Donc voilà, les robinets, on les ouvre pour que ça se vide, et ensuite on les laisse à 45 degrés. Et là, vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas besoin de remplacer vos robinets tous les ans. Voilà, moi ça m'est arrivé au début, 2 hivers d'affilée de changer mes robinets, donc au bout d'un moment, voilà, on finit par apprendre, donc si on peut éviter ça, c'est mieux.
Alors dernière petite chose à faire dans le jardin, vous avez des outils et là à partir de là vous vous dites ça y est c'est terminé, je ne vais plus m'en servir jusqu'à ce printemps. Et bien on prend soin de ces outils, on nettoie donc tout ce qui est, donc les outils c'est les bêches, les pelles, les râteaux, les griffes, les houes, voilà tout ce que vous utilisez. Donc on les nettoie s'il y a encore un peu de terre dessus, on les laisse bien sécher. Pour ceux qui seraient déjà rouillés, alors normalement un outil c'est rouillé, c'est obligatoire que ce soit rouillé. Si c'est pas rouillé, c'est soit qu'il est tout neuf, soit que vous vous en servez pas assez. Donc si vous vous en servez pas du tout, ben, vous pouvez toujours l'offrir, le prêter, le donner à quelqu'un. Mais les outils que vous utilisez, normalement le fer a été, il n'est pas protégé, il n'y a pas de pellicule de peinture dessus. À force de s'en servir, en tout cas elle a sauté cette pellicule, donc ça rouille. On peut gratter un petit peu cette rouille avec une paille de fer, avec du papier de verre, avec ce que vous voulez. Et une fois que c'est nettoyé, pareil pour les manches, on peut les frotter un petit peu. Normalement les manches ça peut s'abîmer aussi, sauf les manches quand vous les achetez des fois tout neufs dans les jardineries, il y a une espèce de pellicule de genre de peinture plastique dessus qui finit par sauter dans le temps et ça met un peu de plastique dans votre terrain. Donc moi je conseille pas ces manches là, les bons vieux manches en vrai bois, pas de peinture dessus, c'est idéal. Donc voilà, ces manches pareil, on les fait sécher, on les frotte un petit peu s'il y a un peu de mousse ou de moisissure dessus. Et ensuite l'idéal ça serait de mettre un petit coup d'huile de lin là-dessus, donc avec un pinceau sur les manches et aussi sur les parties métalliques. Les houes, les bêches, pourquoi pas y mettre un petit coup de disqueuse pour bien aiguiser, pour remettre à neuf l'outil. Ensuite, donc le coup de disqueuse c'est avant. Alors, ensuite on peut mettre un petit coup d'huile de lin et sur les parties métalliques et sur les manches. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on les range au sec. Pas besoin que ce soit à l'abri du gel, ça peut geler, mais une fois que c'est au sec, et ben voilà, c'est ok et c'est bon. Juste moi j'aime bien par rapport au clin d'œil, mais je suis assez fan de bons outils, les bons vrais vieux outils qu'on avait dans les fermes, pas ceux qu'on achète aujourd'hui à pas cher dans des fois certaines jardineries. Le métal des fois est très léger, ça se plie, ça se tord et c'est pas top. Les manches sont pas forcément top, se cassent. Vous pouvez trouver des très bons outils des fois sur les foires, sur les brocantes, sur les vide-greniers, et ces outils là, même s'il n'y a pas de manches, c'est pas grave, trouvez quelqu'un qui fabrique des manches, et puis souvent, des fois sur les brocantes on en trouve aussi, voire sur certaines foires agricoles, enfin renseignez-vous, même autour de chez vous, vous avez peut-être quelqu'un qui travaille un peu le bois. Un bon manche, ça a une durée de vie qui est assez longue si on s'en occupe, comme là, mais en tout cas je viens de l'expliquer, ça fait vraiment augmenter la durée de vie. Et les parties métalliques, ceux qu'on trouve sur les vide-greniers, ou enfin à droite à gauche sur les foires, c'est des outils, ils n'ont pas 10 ans, ils n'ont pas 50 ans, ils ont des fois beaucoup plus que ça. Donc ces outils, si vous en prenez soin, vous les donnerez à vos enfants, qui les donneront à leurs enfants. Donc voilà, prenez des bons outils, peut-être on les paye plus cher à l'achat, mais dans le temps, voilà, vraiment ça se vaut quoi. Voilà, j'ai fini pour la partie derniers travaux à faire au jardin. Une fois que tout ça c'est fait, et on peut aller tranquillement au chaud à la maison. Les seules occasions où il faudra vraiment absolument aller au jardin, c'est pour protéger nos plantes quand il y aura des gels, ou alors aller récolter encore quelques plantes qu'on a pendant l'hiver. Mais pour le reste, on va pouvoir être au chaud, tranquillement, passer l'hiver au chaud, ça va être bien, et réfléchir un petit peu donc à la saison suivante. Pour ceux qui connaissent un petit peu en permaculture, on applique des principes de design. Avant de vous parler de ce principe de rétroaction d'autorégulation, en design, on dit qu'il faut toujours travailler par zonage. Et les zones, c'est des zones qui vont de 0 à 5. Je vous le résume vraiment en 2 mots pour qu'on puisse aller sur la suite. La zone 0, ça sera la zone centrale du projet. Donc souvent sur un terrain, quand on définit les zones, la zone 0 c'est l'habitat, c'est la zone dans laquelle on est, dans laquelle on vit. On peut même aller encore un peu plus en arrière, c'est la zone 0,0, c'est soi, on commence par soi, donc la zone la plus importante, la plus centrale c'est soi, ensuite l'habitat. Ensuite la zone 1 de votre terrain, c'est la zone dans laquelle vous allez au moins 2 fois par jour. La zone 2 c'est la zone dans laquelle vous allez plusieurs fois par semaine. La zone 3 c'est la zone dans laquelle vous allez peut-être plusieurs fois par mois. La zone 4 c'est la zone dans laquelle vous allez plusieurs fois par an. Et la zone 5 c'est la zone dans laquelle on ne va jamais, ou en tout cas on ne va jamais pour travailler. On peut aller pour observer, c'est la zone qu'on dit sauvage. Donc ce principe de zonage il permet de mettre en place des éléments dans notre système. Si par exemple on veut mettre, l'exemple facile, on veut mettre un poulailler dans notre système, on a déjà établi des zones, on sait où est la zone 0, la zone 1, 2, 3, etc. Et notre poulailler, on se dit qu'on va y aller combien de fois par jour? On va ramasser les œufs le matin, peut-être ouvrir et fermer le soir. Donc on y va 2 fois par jour. Donc le poulailler devrait être dans la zone 1. On regarde dans notre zonage
où est la zone 1 et on essaye de le placer là-dedans. L'idée c'est de vraiment rentabiliser des déplacements pour être plus efficace dans nos systèmes. Donc voilà, ce principe de zonage, je ne vais pas aller plus loin pour vous le détailler, c'est pas l'idée. Mais il faut comprendre quand même ce principe-là pour savoir comment on peut l'appliquer avec d'autres choses. Donc j'en viens maintenant à cette partie où j'ai envie de vous parler un petit peu de ce principe de permaculture qui est appliquer l'autorégulation et favoriser la rétroaction. Je vais essayer de vous le détailler, en tout cas de vous en parler, de vous parler de moi, la vision que j'ai de ce principe et de voir surtout ensuite comment on va pouvoir donc l'appliquer à nos systèmes pour pouvoir les améliorer dans le temps. Ce principe, il part du constat qui est que dans la nature, rien n'est stable, rien n'est définitif, tout évolue. Tout doit être tout le temps remis en question, tout doit évoluer. Alors vous allez voir que je vais vous parler de ce principe-là, mais ça va rebondir sur beaucoup d'autres notions, beaucoup d'autres principes de permaculture, des notions de design ou quoi. Et donc je vais essayer de vous détailler et on va essayer d'y voir un peu clair là-dedans. Tous les individus, tous les êtres vivants, tous les animaux, tous les végétaux, évolue. Génération après génération, il y a toujours des évolutions. On pourrait penser par exemple Darwin et la sélection naturelle. Tous les êtres vivants évoluent d'une génération à l'autre et tendent à s'améliorer. Dans le sens où rien n'est stable, la nature n'est jamais stable, c'est toujours une perpétuelle évolution. Tout est perfectible. Alors moi j'aime beaucoup ce mot de perfectible, on est tous perfectibles, on fait tous des erreurs, on cherche tous à s'améliorer, voire, je ne sais pas si on fait forcément toujours des erreurs, mais en tout cas on pourrait faire encore mieux. Et dans la nature c'est comme ça. Les écosystèmes sont jamais très stables, ça évolue tout le temps, il suffit qu'il y ait un changement de climat, un changement de pollution, un nouvel individu, une nouvelle espèce qui arrive sur le truc, ça fait tout chambouler. Donc la nature c'est un peu comme une balance qui bouge tout le temps, mais qui cherche toujours à se centrer. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose qui est important, c'est qu'on ne cherche jamais à être stable, on ne cherche jamais à être parfait et à en rester là, on cherche toujours à atteindre ce but de perfection. C'est un truc que je disais aussi dans une autre vidéo, la permaculture ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit faire pour être fini et stable et résilient, durable et pouf, c'est terminé. Non, non, on doit toujours être en perpétuelle évolution. Même David Holmgren, un des pères fondateurs de la permaculture, dit il n'y a pas de permaculteurs parfaits qui sont arrivés au bout. La permaculture, c'est pour tous pareil, on a un objectif, on vise un objectif, mais on ne l'atteint jamais et j'en connais aucun qui l'ait encore atteint aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir été clair, j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon, d'être parti un peu dans tous les sens, mais ça devrait se clarifier quand on va voir comment on peut l'appliquer. Donc voilà, on va voir maintenant comment on peut se servir de ce principe-là pour faire évoluer nos systèmes. Ce principe d'autorégulation et de rétroaction, il va nous pousser donc à se poser des questions pour faire évoluer notre système, pour l'améliorer. Ces questions, on va se les poser à plusieurs niveaux. Vous vous rappelez le principe de design, on part du centre et on finit vers ce qui est plus lointain. Donc on va d'abord se les poser pour soi. Les questions, ça va être qu'est-ce qui a marché dans mon système et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc à quoi j'ai pris du plaisir, à quoi j'ai pas pris de plaisir. Tout simplement, ça sert à rien de se dire qu'est-ce qu'on va produire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va planter dans le jardin. Ok, on n'a pas eu assez de tomates, on va peut-être faire un peu plus de tomates. Si déjà nous, ça nous a pas plu de le faire, les tomates, eh ben, on va peut-être déjà se prendre en question à soi et ensuite voir comment on peut améliorer le reste. Donc d'abord, on se pose les questions pour soi. Qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce que j'ai pas aimé faire. C'est un peu le moment aussi là pendant l'hiver où on va reprendre ses notes. Moi je conseille toujours, c'est tout ce qu'on fait dans nos projets, dans notre jardin, sur notre exploitation, voire dans notre entreprise ou dans la famille ou quoi. Prenez des notes sur ce qui marche pas. C'est bien d'observer, ça c'est encore une fois c'est un des principes de permaculture, c'est d'abord observer. Tout le temps, prendre l'habitude de vraiment observer et ensuite interagir sur le système. Et dans les observations, s'il y a des choses qui vous semblent importantes, notez-les. Et donc là, la période hivernale, ça va être le moment où on va ressortir un petit peu nos notes et voir ça. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce que j'ai pas aimé faire, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, sur quoi j'ai envie de développer un petit peu, voilà, vers quoi j'ai envie de m'appliquer. Et ensuite, une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'on veut faire personnellement et qu'est-ce qu'on veut continuer, vers où on veut aller, on va pouvoir se poser les mêmes questions sur notre système et on va pouvoir détailler notre système élément par élément et voir comment on peut essayer de faire en sorte que tous les éléments s'imbriquent bien.
je cite encore un autre principe, c'est que chaque élément du système doit avoir plusieurs fonctions et que chaque fonction importante du système doit être remplie par plusieurs éléments. L'idée de ça, c'est encore du bon sens, c'est que le système soit plus stable, plus résilient. S'il y a un élément qui se casse la gueule, quelque chose qui ne marche pas bien, vu que la fonction elle est remplie par d'autres éléments, le système il continue à être durable. Donc on va réfléchir un peu pour ça. Moi j'aime bien faire avec des systèmes de fiches. Alors ça peut prendre du temps, hein, c'est vraiment de l'analyse là poussée de votre système, mais on peut faire des fiches pour chaque élément du système. Vous avez un poulailler, vous avez une zone à compost, vous avez une cabane à outils, vous avez des réserves d'eau, un potager ensuite, ou un jardin médicinal. Donc pour chaque élément vous allez faire une fiche et sur cette fiche vous allez faire au moins 2 colonnes. Sur une colonne ça sera de quoi a besoin cet élément, qu'est-ce qu'il faut lui fournir pour qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il faut lui apporter, de quel entretien il a besoin. Et l'autre colonne ça va être qu'est-ce qu'il fournit, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il a comme perte, comme déchets, comme surplus. En gros, c'est qu'est-ce qui doit rentrer dans l'élément et qu'est-ce qui en sort. Et puis ensuite, il peut y avoir une autre colonne, à quoi il sert et quel intérêt il peut avoir dans le système pour voir après comment on peut moduler. Et donc, vous allez faire ces fiches. Et donc oui, ça peut prendre du temps, c'est compliqué, là on est vraiment, je disais, dans de l'analyse poussée du système. Mais une fois que vous aurez toutes ces fiches, vous pourrez l'utiliser, par exemple, juste un exemple rapide, hein, je regarde l'histoire du poulailler. Le poulailler, dans les 2 colonnes, il pourrait y avoir de quoi il a besoin le poulailler. Il a besoin de chaleur, il a besoin d'entretien, d'être nettoyé, il a besoin d'être ouvert le matin et fermé le soir pour être protégé des prédateurs, il a besoin de lumière, il a besoin de nourriture, voilà, de présence humaine peut-être, voilà, tout ça, il y en a encore plein d'autres sûrement. Et qu'est-ce qu'il fournit? Les poules fournissent des œufs, des plumes, de la chair pour ceux qui mangent de la viande, des déjections, de la chaleur, du bruit, elles ont une action, c'est qu'elles grattent le sol. Donc tout ça, c'est les actions que font le poulailler. À côté, peut-être l'autre élément, ça sera pour aller vite, hein, ça sera une serre par exemple dans laquelle vous avez des plantes. Donc là où je me situe là maintenant, j'ai mes plantes qui sont en hivernage, j'ai des fois un petit radiateur, une petite plaque chauffante, un petit truc d'appoint pour pas perdre ces plantes là. Et là on voit par exemple, dans le poulailler, il y a la colonne, qu'est-ce qu'il produit? Les poules produisent de la chaleur. Et là, dans mon élément petite serre ici d'hiver, un des besoins c'est chaleur. Et bien si on met le poulailler dans la serre, les poules fournissent de la chaleur à la serre et donc les plantes n'ont pas besoin d'être chauffées d'une autre manière, économie d'électricité si c'est un système électrique pour chauffer. Et donc vous voyez qu'en faisant ces choses, ces interactions là, on gagne vraiment en efficacité, en résilience du système. Et puis vous verrez qu'il y a même des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Moi ce que j'ai vécu, ce qu'on a découvert en tout cas ici, c'est que les poules quand elles étaient dans la serre pendant l'hiver, elles ne s'arrêtaient pas de pondre de l'hiver. Souvent les poules en hiver, si elles ont un peu froid, elles pondent un peu moins. Là, elles ne se sont pas arrêtées de pondre de tout l'hiver. Donc voilà, on va vraiment gagner en efficacité, en résilience du système. Donc dans les quelques autres questions qu'il faudra vous poser, c'est votre élément, si c'est un élément qui a produit quelque chose, est-ce qu'il a produit du surplus? Est-ce qu'il y a eu des pertes? Est-ce qu'il y a eu des gaspillages? Est-ce que ça, on va pouvoir le réguler, en faire un peu moins? Donc ça, c'est l'autorégulation, ça veut dire on va essayer de faire en sorte de voir qu'est-ce qui a trop produit, en faire un petit peu moins, ça libérera du temps ou de l'espace pour autre chose. Ou alors, ce surplus, cette trop de production, est-ce qu'on peut l'utiliser à autre chose? Au niveau du temps aussi, c'est important, hein. Qu'est-ce qui m'a pris beaucoup de temps? Qu'est-ce qui m'a fait perdre du temps? Sur quoi je m'étais dit ça prendra tant de temps, mais en fait ça en a pris moins. Donc comment on va pouvoir moduler le timing de chaque élément ou de chaque activité, le potager et autres jardins. Donc voilà, on va essayer de moduler, de mettre un peu en interaction tous nos éléments pour rendre le système beaucoup plus résilient. J'ai envie encore d'étaler un petit peu cette notion de design. On disait que sur notre terrain, la zone 0 c'est l'habitat et 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la zone sauvage dans laquelle on ne va pas sur notre terrain. Mais on peut se dire, toutes ces choses-là qu'on vient de voir sur comment on peut faire en sorte que notre système soit efficace, on peut l'étaler à la zone 0 c'est chez nous. Et on va voir, nous, qu'est-ce qu'il y a eu comme surproduction et en quoi on va pouvoir faire interagir ces surproductions avec peut-être le voisinage. Donc la zone 1, ça va être vraiment les voisins limitrophes. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut voir. C'est par exemple, nous on a un jardin qui n'est pas assez grand, on voudrait produire beaucoup de choses, il n'y a pas assez de place pour produire tout. Le voisin, il a un jardin un peu comme ça aussi, il ne peut pas tout produire. On peut aller voir avec lui, moi ça m'a plu, moi j'ai vraiment envie de faire des tomates, des courgettes. Est-ce que toi, ça te dit? Moi je produis les tomates pour toi et toi, du coup,
coup ça te libère de la place pour faire d'autres trucs, comment on peut s'organiser. Donc on peut s'échanger des choses comme ça entre voisins. Qu'est-ce qui t'a plu? Tu n'as peut-être pas la place pour faire une mare dans ton jardin, tu n'as peut-être pas la place pour y mettre un hôtel insecte, ou et du coup avec nos deux petits jardins on peut essayer de faire en fonction de l'autre ce qu'on a envie pour faire en sorte d'avoir un système qui soit résilient. Et donc voilà, on va voir un peu en fonction du voisinage, qu'est-ce que notre système pourrait apporter et qu'est-ce que les systèmes des voisins produisent qui pourraient nous apporter à nous. Et puis ensuite on va voir la zone 2, ça pourra être les voisins un petit peu plus loin, l'autre bout du village, et etc. Et la zone 5, ben, c'est l'étranger, où cela normalement on n'a pas grand chose à échanger avec eux. Voilà, j'espère que tout ça, ça clarifie un peu donc ce principe d'autorégulation et de rétroaction et que ça va vous donner quelques pistes pour améliorer vos systèmes. Je vais m'arrêter là, je pense, pour l'instant. Il me semble que la vidéo va déjà être un petit peu longue. Il y aura une suite donc à cette vidéo et normalement là j'enchaîne sur comment on va donc vraiment designer le jardin l'année prochaine, comment on va organiser le potager, quelle surface on va garder pour telle ou telle production, comment on va l'organiser. Donc tout ça, ça viendra là très bientôt. Alors je voulais juste dire peut-être donc tout ce que j'ai dit là, beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu dans un live que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc comme vous avez peut-être remarqué, ce live je l'ai supprimé. En fait c'était un bel exercice. Donc voilà, encore une erreur de plus que j'ai fait. Je vous la sors maintenant. Donc dans ce live, pour ceux qui l'ont vu, qui l'ont suivi, j'ai voulu faire donc ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un cours là que j'ai donné au jardin et c'est un cours que j'avais envie de donner pendant le live. Et donc j'ai essayé de donner ce cours en même temps, j'ai essayé de répondre aux questions des gens qui étaient là, qui n'étaient pas toujours dans le thème, mais voilà, j'ai eu envie de répondre aux questions. Et en même temps, il y a eu beaucoup de trolls là qui sont venus perturber un peu tout ça. J'ai eu du mal à m'en sortir, donc vous êtes quelques-uns à l'avoir remarqué et à me l'avoir fait remarquer. Donc oui, c'était une belle leçon. Je pense que je ne referai pas de live comme ça avec un fil directeur trop précis ou que j'ai envie de faire jusqu'au bout. Je pense que je ferai plutôt des lives sur des thématiques posées mais larges et répondre plus à vos questions et pas essayer de faire ça. Voilà, donc c'était une belle leçon. Désolé pour ceux qui n'ont pas forcément apprécié le côté un peu désordre dans le live. En tout cas pour cette vidéo c'est terminé. Je vous ferai donc la suite sur comment organiser le jardin là très bientôt, en espérant que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi jusque là. Et puis si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à partager la vidéo autour de vous, ça me fait plaisir. Et puis pourquoi pas même à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vraiment ces vidéos vous plaisent, vous pouvez aussi participer sur la plateforme Tipeee financièrement pour m'aider à continuer à faire ces vidéos. Donc comme d'habitude, un grand énorme merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. C'est vraiment grâce à vous que je peux faire tout ça. Merci à vous tous de me suivre en tout cas et à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!